L'actualité internationale des 7 derniers jours vue par nos éditorialistes, c'est comme tous les vendredis sur France 24, une semaine dans le monde avec aujourd'hui à mes côtés Patricia Alémonière de TF1. Bonjour Patricia. Avec Laure Simoès de Cartooning for Peace, Ziad Limam d'Afrique Magazine avec pour le mois de juillet, comme d'habitude, cette double une. La première donc avec le président tunisien Béji Caïd Essebsi et maintenant Béji Caïd Essebsi, un souffrant on le sait, et donc l'après, on imagine. Le processus électoral. Avec les élections au mois de novembre. Et puis, Sahel, face aux armées de l'ombre, la situation sécuritaire qu'on aura d'ailleurs l'occasion d'aborder dans une semaine dans le monde. Également, à nos côtés aujourd'hui, Régis Le Sommier, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Et cette semaine, le couple franco-allemand s'est réconcilié autour de ces nouvelles têtes pour l'Europe. Les futurs dirigeants de l'Union européenne, choisis conjointement par Angela Merkel et Emmanuel Macron, et qui plus est validés par leurs partenaires européens à l'unanimité. Écoutez ce qu'en dit Emmanuel Macron. Cet accord est aussi le fruit d'une entente franco-allemande profonde. Nous n'avons cessé avec la chancelière Merkel de nous coordonner, d'œuvrer ensemble, et d'une capacité aussi à travailler avec l'ensemble des partenaires européens de toutes les familles politiques. J'ai multiplié depuis le lendemain des élections les rendez-vous avec l'ensemble de ces familles et des groupes, en cherchant précisément à n'exclure personne et à aider à bâtir ce consensus. Cette décision est aussi celle qui permet de ne pas diviser l'Europe, ni politiquement, ni géographiquement. Un coup de maître, Patricia Alémonière? Alors, pas du tout. Enfin, je dirais qu'il faut garder raison. Ils ont mis combien de temps pour en arriver là? C'est un accord de l'extrême justesse. Ils se sont réconciliés au tout dernier moment. On sait très bien qu'il y a beaucoup de différends. Il y a des différends, des façons d'entrevoir et de penser l'Europe différentes, maintenant entre l'Allemagne et la France. Mais devant la crise qui s'annonce une crise majeure, même la crise de 2015 avec la Grèce n'avait pas été aussi forte. On avait attendu 17 heures pour un accord, mais on était arrivé à un accord. Là, c'était beaucoup plus. Donc là, ils sont arrivés à un accord parce qu'il fallait bien faire quelque chose, mais les problèmes restent les mêmes. Et surtout, ce que pose cette crise, c'est que la politique traditionnelle, qui était basée sur les sociodémocrates, sur les chrétiens démocrates, les vieilles familles classiques, eh bien, ces vieilles familles classiques volent en éclats. Aujourd'hui, il y a de nouvelles forces. Il faut composer avec, et c'est bien là tout le problème, d'autant que ce couple franco-allemand est très bancal. Et oui, la politique classique, c'est-à-dire l'entente traditionnelle entre PPE et sociodémocrates, vole en éclats. Vous voyez d'ailleurs ce que dit Martin Schulz, le social-démocrate, de la désignation d'une Allemande à la tête de la Commission européenne. Von der Leyen est la plus faible des ministres, mais c'est apparemment suffisant pour devenir chef de la Commission, tout en ironie, on le voit. Régis Le Sommier, ça illustre le fait qu'aujourd'hui, même au-delà des nationalités, il y a de vrais désaccords fondamentaux qui ne sont pas résolus finalement en Europe. Il y a sur Van den Leyden, je crois que quelqu'un a dit aussi que l'armée allemande allait être soulagée ou elle allait être contente. Oui, c'est le ministre de la Défense. Oui, mais justement, que c'est une ministre de la Défense qui est déjà mal vue à domicile. Là, encore une fois, Martin Schulz rajoute en disant bon, oui, c'est vrai que c'est un spectacle qui a été assez pitoyable, ce à quoi on a assisté. Je crois que le problème, en fait, avec les présidents français, c'est s'entendre ou pas avec Angela Merkel. On sait que François Hollande s'entendait bien avec Angela Merkel, donc on avait peut-être l'illusion que le couple franco-allemand marchait à l'époque. Là, Emmanuel Macron, visiblement, ça ne va pas du tout. Enfin, visiblement, il y a des idées différentes, il y a des visions de l'Europe différentes. Et je crois qu'Emmanuel Macron, quand il a été élu, a voulu dire bon, voilà, la chancelière, c'est un petit peu le passé, c'est un petit peu un élément c'est un mastodonte de l'Europe, il faut quelque chose de nouveau, et que c'est pas du tout passé auprès des Allemands, et que depuis, les choses, sans s'entendre avec les Allemands, on n'arrive pas à faire d'Europe. Ce qui ne veut pas dire que l'Europe est allemande, mais en tout cas, l'Allemagne y contribue largement. Il a quand même obtenu la BCE pour Christine Lagarde, Ziad Limam. Je vous trouve totalement négatif. Bon, c'est vrai qu'il y a eu du marchandage, c'est vrai que le couple 3 jours. Oui, c'était pas facile.
facile non plus, puisque c'est la les première règles, fois. non, mais les règles sur lesquelles était basé le marchandage pendant 20 ans, elles ont explosé, puisque les électeurs ont décidé aussi de changer les règles. Donc, c'était pas évident. Il y a quand même une chancelière qui est quand même totalement en bout de course, qui est même pas respectée. Ça, c'est un élément en plus Oui, c'est quelque chose qui est venu en plus. Il y a des gens en Europe de l'Est qui ont tout fait pour fusiller toute solution qui aurait été perçue comme trop à gauche. Enfin, il y avait quand même des acteurs qui ont pas facilité les choses. D'abord, il y a quand même 2 femmes. C'est un peu historique. De droite. Je sais bien que oui, mais elles sont pas de droite. Moi, je suis pas un spécialiste de la politique allemande, mais j'ai révisé, donc je suis allé regarder. Elle est plutôt centriste. Elle est pas du tout CSU bavaroise. Elle est mariage pour tous. Ce qui explique aussi une partie des ressentiments de la droite allemande qui la trouve un peu un peu mollasse, quoi. Ça manque un peu de tonicité. Et en particulier, elle est très différente de la dame dont je suis incapable de dire le nom. Il va falloir qu'on l'apprenne, qui est la future peut-être chancelière, la numéro 1 du parti de la CDU. Si quelqu'un là, Crotten, truc. Ouais, c'est Bon, tout. bref. Là, on l'a tous sur le bout de la langue, on l'a tous oublié. Donc hein. il y a tous ces désaccords, et puis y compris pour la Banque centrale, il y a eu des attaques assez dures. On a ressorti les histoires de la haute cour, l'affaire Tapie, etc. Donc, c'est de la politique. Moi, je trouve que quand même, il y a un team. Ce qui me frappe le plus, c'est qu'il y a absolument personne d'Europe de l'Est. Or, pendant les premiers tours, il y a eu des noms, en particulier la ministre bulgare qui revenait, et on voit à quel point les pays d'Europe de l'Est sont quand même marginalisés maintenant dans le processus. Ils n'arrivent pas à s'allier entre eux, ils n'arrivent pas à Kristalina peser en termes de voix. de la Gorgieva, Et de la puis, Banque le mondiale. Parlement, ce que j'ai trouvé aussi quand même intéressant, c'est que le Parlement est présidé par un Italien en voie de disparition, c'est-à-dire un Italien social-démocrate, et qui est Sassoli, totalement détesté par son gouvernement. Et donc, je pense que tout ça est quand même assez représentatif de l'état des forces politiques en ce moment en Europe. Illustration au Parlement d'ailleurs, vous ne vouliez pas qu'on en parle, mais on en parle quand même de ces Brexiteurs qui tournent le dos au moment de l'hymne européen du Brexit, qui tournent le dos au moment de l'hymne européen. Voilà, c'est un peu l'image de la semaine. Hein. Mais les rassemblements nationaux sont restés assis, parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas d'hymne européen, il n'y a que des hymnes nationaux. C'est du cinéma, C'est de la com. c'est de la com politique. Et ça donne une image pitoyable. De même. Laure Simoes, qu'en pensent les dessinateurs? Est-ce qu'ils vont trancher le débat, coup de maître, ou bien au contraire, signe que l'Europe va décidément mal? Les avis sont multiples, partagés. un petit peu comme autour de ce plateau ce soir. Bon, c'est vrai que, vu du dessinateur grec Kountouris, ça a été un petit peu laborieux. À un moment donné, les dirigeants européens n'arrivaient pas à se mettre d'accord et donc se sont emmêlés un peu les pinceaux. Mais finalement, Delambre nous le montre par ce dessin publié au Canard enchaîné. Les dirigeants européens se sont raccommodés et voilà donc l'aspect du nouveau drapeau européen. Ce que j'aime bien dans cette belle aquarelle, c'est le ciel. On ne sait pas si l'orage est passé ou s'il arrive. Voilà, ça reste ouvert. Alors un dessin de Cac, dessinateur français pour l'opinion qu'on voit régulièrement sur ce plateau. Alors évidemment, c'est le duo franco-allemand qui a eu sa part de gâteau. Alors, vous voyez que pour lui, c'est plutôt une victoire de l'Allemagne, bizarrement, parce que la part de gâteau de Merkel est un petit peu plus grosse que celle de Macron. À vous, il fait bien de préciser quand même que c'est un déjeuner des 28, parce que on ne voit que le fameux duo franco-allemand. Donc il laisse entendre que les autres sont aussi autour de la table, mais qui n'ont pas forcément voix au chapitre. Et puis pour Vado, dessinateur belge pour l'Écho, c'est tout le contraire. C'est plutôt une victoire de la Macronie. On voit avec cette espèce de métaphore, évidemment, le Tour de France par deux mains de Bruxelles, donc tout le monde aura compris l'allusion, mais on voit un Macron en tête, aidé de son grand ami Charles Michel, Premier ministre belge. Futur président du Conseil européen. Futur président du Conseil européen, soi-disant homme de compromis. C'est sûr que quand on gouverne la Belgique, on se dit qu'on est à bonne école. Et puis voilà, donc il y a ce peloton de deux têtes et puis une Merkel un petit peu à la traîne et essoufflée. Et puis pour terminer, on le disait, c'est quand même
une victoire des femmes, d'une certaine façon. Un dessin qui nous vient d'Afrique du Sud, de Brandon, pour le Business Day. Ces femmes qui ont su briser le plafond de verre avec une Christine Lagarde à la tête de la Banque Centrale Européenne et puis Ursula von der Leyen pour la Commission. C'était une vue d'Afrique intéressante à montrer. Voilà. Merci Laure. C'est en ce moment et jusqu'à dimanche à Niamey, les pays de l'Union africaine, au Niger, pour lancer la première zone de libre-échange à l'échelle du continent africain. Elle devrait à terme inclure 55 pays et 1,2 milliard d'individus. Régis Le Sommier, vous revenez du Niger. Un grand marché unique pour 2020, c'est vécu là-bas comme une nécessité ? Alors, je crois que les préoccupations au Niger en ce moment, alors il y a le marché, oui, effectivement, ça fait partie des choses qui ont été mises sur la table, mais je crois que la situation au Niger, c'est plutôt la question sécuritaire qui l'emporte. D'ailleurs, pour ce sommet africain, pour inaugurer ce sommet africain, lundi, l'État islamique dans le Grand Sahara a commis un attentat contre une caserne de l'armée nigérienne qui a fait 18 morts. C'est la deuxième en l'espace de 3 semaines. Deuxième attaque, là, 2 véhicules suicides à nouveau utilisés pour des attaques extrêmement complexes, de plus en plus sophistiquées, qui sont dans la zone dans laquelle j'ai été avec les militaires français, c'est-à-dire cette zone du sud-ouest qui est à la frontière du Mali et du Burkina, les fameuses 3 frontières. Les fameuses 3 frontières. Et je peux vous dire que là-bas, rien n'est résolu et que les opérations qui ont été menées militaires, auxquelles les soldats français étaient impliqués, étaient justement pour rassurer les participants de ce sommet de l'Union africaine pour montrer que le Niger tient toujours son pays. En réalité, que ce soit le Burkina, le Mali et dans une moindre mesure maintenant le Niger, tous ces pays sont véritablement minés par ces groupes, groupes armés terroristes, comme les militaires les appellent, et qui sont à l'affût. Il y a eu des attaques dans des zones très très proches de Niamey. Il y a même eu une cellule de l'État islamique qui a été démantelée à côté de l'aéroport de Niamey. Donc on est quand même, la menace, elle s'est diffusée, elle est partout, et ils sont capables aujourd'hui de mener des attaques extrêmement, extrêmement complexes, dont on n'avait pas vu jusqu'à présent dans ces zones. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment la donne sécuritaire qui est au-dessus du panier dans le cadre de ce sommet de l'Union africaine. Cette zone de libre-échange, justement, ce que les Africains, je pense, sans vouloir parler à leur place, parce que surtout, c'est pas à nous de parler de ce qu'ils veulent, mais il faut développer l'Afrique. C'est-à-dire, sans développement intérieur, sans marché qui repartent, sans création d'emplois, eh bien, il y aura forcément l'État islamique. Il ne peut prospérer que sur justement cette absence d'économie africaine. Et de structure étatique. Et de structure. Ouais. On sait, beaucoup de gens, ils vont pour de l'argent d'abord, avant des motifs idéologiques, plus aussi des appartenances à une même tribu, des appartenances aussi à un chef, une reconnaissance à un chef, mais l'aspect économique est moteur. Donc, cette zone de libre-échange, pour les rêveurs auxquels j'aime faire partie, eh bien, pourrait permettre de développer l'économie à l'intérieur des États. Il faut savoir que seulement, aujourd'hui, il y a 13% simplement du commerce qui se fait à l'intérieur de l'Afrique. Avec cette zone de libre-échange, ils espèrent faire 60%. Mais ça va être très dur à mettre en place parce qu'il y a beaucoup de suspicions entre les États. Le Nigeria a mis très longtemps à l'accepter, vous voyez. Donc je crois qu'actuellement, cette zone est essentielle, mais pour lutter peut-être contre la menace de l'État islamique, mais ça n'a pas une partie facile à mettre en place. Il y a aussi une chose qu'il faut prendre en considération qui est nouvelle dans la technique des djihadistes, c'est-à-dire que ce soit Al-Qaïda, puisque les deux groupes sont représentés, avec chacun des groupes marginaux, locaux, qui se rattachent à ces deux courants principaux. C'est la technique n'est plus de prendre, comme ils l'ont fait, des califats, comme ils ont pu le faire en 2013, au moment de l'intervention Serval, c'est-à-dire de défendre des territoires et d'administrer des territoires. C'est de créer des zones où l'activité se réduit, c'est-à-dire de faire en sorte justement qu'ils vont à l'encontre du développement économique, c'est-à-dire de créer des zones de non-droit. On a vu le Burkina s'effondrer en l'espace de 3 ans et Ouagadougou ne plus pouvoir gouverner ses provinces. Enfin, en tout cas, avoir du mal à gouverner des provinces qui justement, dans lesquelles l'activité s'est réduite. Et alors, zone de libre-échange, très bien, mais encore faut-il avoir les moyens de pouvoir développer de l'activité économique dans ces endroits-là.
Bon, alors, il y a tout un débat là-dessus et on va évidemment l'avoir parce qu'il est passionnant. Malheureusement, on arrive au terme de la première partie du débat, mais Ziad Limam vous répondra dans un instant. Restez avec nous. Une semaine dans le monde, la suite, avec toujours à mes côtés Patricia Lémonière de TF1, avec Laure Simoès de Cartooning for Peace, Ziad Limam d'Afrique Magazine et Régis Le Sommier de Paris Match. Merci à nouveau à vous quatre d'avoir accepté de débattre et on continue donc d'évoquer cette zone de libre-échange que les pays de l'Union africaine veulent mettre en place à l'échelle du continent d'ici à 2020. Ziad Limam, est-ce une nécessité? Ces économies sont-elles prêtes, compte tenu aussi du contexte sécuritaire que décrivait juste avant vous Régis Le Sommier et Patricia Lémonière? Mais le contexte ne doit pas empêcher de prendre des décisions ou de lancer des mouvements qui peuvent être transformateurs, qui peuvent transformer une réalité africaine. Alors évidemment, ça mettra beaucoup de temps. D'ailleurs, eux-mêmes, dans les documents préparatoires, parlent d'une première échéance à 10 ans, parce qu'il faudra trouver un certain nombre d'accords pour démanteler les tarifs douaniers, les barrières non tarifaires, les petits malins qui vont importer des choses par le port de Lagos, qui viendront directement de Chine en mettant Made in Nigeria dessus, ou d'autres petits. Donc tout ça, je pense que c'est pas une aubaine pour la Chine. Non, je pense que tout ça est très clair et qu'il faut aussi arrêter à un moment de percevoir toujours les problèmes africains comme cette espèce de masse insurmontable, totalement ingérable de problèmes. Il y a une décision qui est quand même extrêmement intéressante sur le plan historique de dire on va revenir à une forme de panafricanisme, on va revenir à quelque chose qui est du domaine de l'utopie, mais qui est aussi quelque chose qui devrait générer plus de commerce. Et le commerce, pour faire du commerce, il faut avoir des choses à vendre, donc de l'industrie, des services, etc. Donc sur le fond, quand même, je trouve que c'est une idée forte et qui est une idée sur 1 ou 2 générations. Donc ça devrait mobiliser un certain nombre de gens, jeunes, entrepreneurs, sociétés civiles, à se lancer dans ce débat. Les économies agricoles sont prêtes à s'exposer à la libre concurrence? Mais de toute façon, aujourd'hui, quand les Chinois débarquent, qui passent par là ou par là et qu'il n'y a pas de tarifs extérieurs, ça revient au même. Donc il y aura évidemment besoin d'augmenter la compétitivité de ce continent. Mais pour augmenter la compétitivité de ce continent, il faut se fixer des défis. Et de temps en temps, les défis, ça permet de créer de l'énergie. Alors, parallèlement, il y a effectivement un problème sécuritaire dans la bande du Sahel, mais pas uniquement. Ce n'est pas tous les pays qui sont touchés de la même manière. Régis a raison de dire que il y a des attaques quand même très précises, mais bon, disons qu'il se passe quand même un sommet à Niamey. C'était pas gagné d'avance, il fallait le faire, il fallait que ça soit gérable. Et 2, il y a, je pense, une réflexion sécuritaire qui est assez avancée en Afrique en ce moment, puisque le président Issoufou, je crois, donne une interview chez vous qui va être diffusée tout à l'heure après. Bien après informé. Oui, bien informé après le débat, où on commence à parler de changer un peu la règle du jeu, c'est-à-dire, le président Ouattara l'a dit aussi, c'est-à-dire le cadre du G5 est clairement un cadre inadapté en termes de moyens. On demande à des pays pauvres, il faut le rappeler, on parle de $400, $500, $600 de revenus par habitant, d'avoir des espèces d'équipements militaires pas possibles, de mener des guerres contre des gens qui se baladent dans le désert. Régis a vu ça de ses yeux en moto. Et on demande à ces pays d'avoir des capacités organisationnelles qu'ils n'ont pas largement pour des questions financières. Et donc je pense qu'il faut changer le paradigme en disant, bon, est-ce qu'on peut réfléchir d'abord en incluant les pays de la côte qui sont eux-mêmes menacés, et puis d'avoir quand même un appui des puissances, comme on va dire, pour utiliser un langage très 19e, des puissances qui ont les moyens quand même de rajouter et des moyens, et de l'argent, et de la technicité, et peut-être de l'intelligence militaire, etc., pour que cette bataille soit menée. Mais comme on le disait avant l'émission, in fine, il y aura une discussion politique, parce que la guerre, est-ce qu'elle est gagnable ? Est-ce que, à un horizon de 10 ans, est-ce qu'on peut vaincre ces groupes ? Ou est-ce qu'il faut des discussions politiques? Est-ce qu'il faut des discussions internes dans chaque État? Est-ce qu'il faut une aide de l'ONU? Parce que le G5 Sahel voudra agir sous chapitre 7, c'est-à-dire considéré comme une force de protection régionale. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. En tout cas, ce n'est pas reconnu comme ça. Ça n'a pas les moyens dévolus par l'ONU. Et Donald Trump y est totalement opposé. Enfin, les Américains sont radicalement opposés à cette évolution-là. Donc, ça va être très difficile à mettre en place. Moi, je crois qu'on a vu quand même des traits d'optimisme, et c'est bien. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans les diverses discussions que j'ai pu avoir avec des Nigériens et avec des Maliens, c'est que la situation est en train de se tendre d'un point de vue ethnique. Il y a eu des massacres de Peuls par des Dogons et de Dogons par des Peuls, des choses qui ont tendance en ce moment à s'exacerber. Mais tu as ça au Burkina aussi. La question des Peuls est
crucial, c'est-à-dire que les Peuls sont radicalisés, ont été radicalisés par la plupart des groupes qui notamment un prédicateur, Amadou Koufa, qui a lancé un appel en leur direction. Qui lui, donc dans son groupe, la Katiba Massina, et elle a fait allégeance à Al-Qaïda. Donc en fait, oui, la question Peul, elle est centrale. Les Peuls, ils sont présents dans 15 pays. C'est les nomades contre évidemment les sédentaires avec les troupeaux des Peuls qui passent. Donc un affrontement pour la terre aussi. Il y a une dimension économique. Et ça, c'est ces choses qui existent depuis la nuit des temps. Hein, faut pas. C'est la lutte. On est dans un problème qui est en train de s'exacerber. Le problème s'exacerbe aussi pour des raisons économiques. C'est-à-dire quand il y a une forme de croissance, quand il y a de la croissance, quand il y a des richesses, quand il y a un État qui est plus assuré, on peut arbitrer ces conflits d'une certaine manière. Quand les ressources diminuent, et en particulier parce que il faut rentrer aussi cette question, ce qui est le changement climatique. On voit très bien les impacts que ça a eu dans la région du lac Tchad. On voit très bien comment ces changements de climat sont en train d'affecter justement la répartition des ressources et pousser les uns et les autres à essayer de gagner du territoire. Donc c'est pour ça qu'on disait aussi qu'à un moment, il va falloir qu'il y ait peut-être des discussions politiques. Qu'on pose ces questions à l'intérieur des États pour dire comment on peut... Il y en a eu à Alger en 2015. Mais ça montre la faillite des États. Enfin, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'on parle d'États qui sont aujourd'hui totalement affaiblis. Peut-être le Niger, mis à part, qu'il ne l'est pas, mais le Mali, il était affaibli, le Burkina est affaibli, et les États... Il y a une crise au sein de la gouvernance. Et paradoxalement, il n'y a pas qu'une crise en Europe, il y a une crise aussi en Afrique. Et je veux revenir sur les Peuls. Dire que les Peuls sont tous djihadistes, non, j'ai pas dit ça. Non, mais c'est important de le dire. Ils ont été instrumentalisés. Beaucoup. Et quand on voit les massacres qui se passent entre Dogon, Peuls et autres, on voit qu'il y a beaucoup de Peuls qui fuient aussi dans les villes, dans les grandes villes, comme au Mali, etc., et qui demandent protection. Donc eux, ils ne veulent pas de ces djihadistes. Donc il y a beaucoup de Peuls non plus qui ne veulent pas des djihadistes. Et ces gens-là, il faut peut-être aussi penser à les récupérer. Et vice-versa, tous les Dogons n'appartiennent pas à cette milice Dogon qui a commis des massacres abominables. Voilà. Mais pour revenir sur la question économique, parce que on a parlé effectivement d'un marché commun et autres, mais vous avez même aujourd'hui, dans certains endroits, pour poursuivre sur l'idée des portions de territoire qui échappent, prenez même un pays comme le Tchad aujourd'hui, qui est pourtant un pays qui tient la route, on va dire, vous prenez le commerce du poisson séché autour du lac Tchad, il est contrôlé par l'État islamique aujourd'hui, par l'émanation de l'État islamique, et pas Abou Bakr Seko, pas Boko Haram, non, l'autre, il y a une division, on ne va pas revenir dans les détails, mais voilà, il y a une administration qui se met en place, alors qui est effectivement moins visible qu'à l'époque où l'État islamique ou les djihadistes cherchaient à se tailler des califats. Aujourd'hui, dans ces zones, eh bien, ils sont comme des poissons dans l'eau et ils administrent d'une certaine façon. Ils appliquent la charia dans certains villages, voilà, avec une idée que la charia, même si elle a des effets absolument abominables, localement peut être vécue comme une administration de la justice. Oui, mais elle existait aussi avant. Bien sûr, mais un mode de collaboration. Absolument. Face à la corruption de certains États, certaines populations sont prêtes justement à tomber sur un régime de la charia. Juste un point quand même. Le 19e, elle était là. On parle de l'affaiblissement des États, ce qui est une réalité, et encore une fois, ça dépend. Chaque situation est un peu particulière. Mais je dirais, il faut voir le terrain. On s'attend à quoi? À voir les États-Unis dans le Sahel? On a des États immenses où il n'y a pas de moyens de communication. C'est très difficile d'avoir des moyens de communication. Donc on a un contrôle qui a toujours été assez, j'allais dire, souple sur les provinces du Nord. Il y a eu la question Touareg qui a quand même miné tout le débat national au Mali en particulier, tout le débat national pendant des années. Donc on a quand même des États qui sont confrontés, et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut dire aussi, qui sont confrontés à des menaces centrifuges et externes existentielles en permanence, et avec peu de moyens. Et donc quand on voit par exemple qu'un pays comme le Niger arrive à faire 6-7% de croissance depuis 3-4 ans, 5 ans, etc., on peut dire c'est pas la solution de tous les problèmes qui se posent, mais on est on est au moins sur un début qui peut... On va passer au dessin des
Voilà, les dessinateurs de presse avec vous, Laure Simoes, et les efforts du continent africain pour bien tenter de décoller, le décollage économique. Un premier dessin qui nous vient du Bénin, de Constant Tonakpa pour Bénin Web TV. On parlait des économies agricoles. C'est une petite scène de village. Afrique, zone de libre-échange économique continentale. On voit ce journaliste qui tente d'interroger les habitantes du village. Connaissez-vous Zlek, hein? C'est le fils de qui dit Lune. Si tu le vois, dis-lui de m'envoyer crédit 100 francs. Moi, je veux qui va me faire un puits dans mon village. Il a dit quoi, Shrek? C'est dessin animé? Non. Bref. Donc la question qui va se poser, c'est de savoir si effectivement cette zone de libre-échange arrivera à profiter aux plus démunis et notamment aux populations rurales. Et puis j'aime bien ce dessin de Cristina Sampaio, dessinatrice portugaise pour Alternative économique, qui fait le parallèle entre ce qui se passe, qu'on constate en ce moment en Europe, une forme de protectionnisme. Bon, évidemment on vient de signer un traité avec le Mercosur, mais on se rend compte qu'il est quand même pas mal contesté. Donc une forme de protectionnisme et puis des interrogations quant au nationalisme économique. Et puis à côté, eh bien, une Afrique qui s'ouvre au libre-échange et qui génère peut-être comme ça une forme peut-être d'assurance. C'est ce qui est intéressant à montrer. C'est vrai que ces questions de libéralisme en temps de mondialisation, ça pose plein de questions. Et puis, évidemment, parallèlement, la question sécuritaire, on en a parlé, un dessin de Damien Glé du Burkina Faso qui montre le G5 Sahel, c'est cette espèce de cercle infernal de la sécurité dans cette zone qui ne semble pas efficace au point d'endiguer la menace qui se perpétue sans cesse. Un autre dessin qui nous vient de Belgique, du dessinateur Au Secours. On sait à quel point Niamey le Niger est une plaque tournante des mouvements migratoires. Et puis on faisait allusion évidemment aussi au climat et à la géographie et à l'aridité de ces terres. Donc c'est un dessin qui résume tout ça. Et puis, évidemment, la menace, elle est toujours là. Tayo, qui nous vient du Nigeria, qui nous rappelle aussi que la radicalisation, elle commence très jeune maintenant, et que ces milices arrivent à radicaliser de jeunes proies dans ces mouvements. Donc la menace, elle persiste. Et puis, c'est à suivre. Cette semaine, Donald Trump s'est offert son 14 juillet à lui, 10 jours avant la date, et chez lui, à Washington, un défilé militaire pour les Américains, le jour de la fête d'indépendance, pour célébrer la grandeur des États-Unis sur Terre et dans l'espace. Écoutez. Gene, je veux que vous sachiez que nous serons de retour sur la Lune sous peu et un jour prochain, nous planterons le drapeau américain sur Mars. Ça arrive, Gene, ça arrive. Est-ce de la mégalomanie ou bien Donald Trump a-t-il raison d'exalter ainsi le rêve américain, Ziad Limam? Non, mais il fonctionne là-dessus. Le rêve américain, c'est politique, comme ils disent, 101, c'est le début de la classe. Le rêve américain, que ce soit à droite, à gauche, il y a toujours le rêve américain. Et puis c'est comme ça qu'ils ont fait quand même des grandes choses. Non, là, ce qui est plus gênant, c'est l'instrumentalisation. Mais il a senti visiblement qu'on ne pouvait pas aller trop loin dans l'instrumentalisation. Il a fait un discours qui lui ressemble pas beaucoup, un peu consensuel. Le rêve américain, il l'a lu. Bon, il a fait un temps absolument catastrophique aussi, ça n'a pas aidé. Il n'a pas lu les notes des historiens. La ville a, semble-t-il, été envahie par les MAGA, les Make America Great Again, donc ce qui fait que les gens de Washington sont partis. Parce qu'il ne faut pas oublier que Trump vit dans une ville qui lui est hostile, qui vote à 80% démocrate, qui a un establishment qui est largement démocrate. Donc voilà, c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est très important. C'est folklorique, c'est politique. Les élections sont dans 2 ans. C'est du Trump. Il confond les avions et les bateaux. Il confond les dates. Il pense que les Anglais sont venus avec des bateaux en 1770.
Voilà, bon, on est dans une espèce de cinéma comme ça, qui parle à ces gens à lui, qui ne change pas grand-chose à la donnée du pays. Et... Le principe d'un défilé militaire qui fait grincer des dents aux C'est États-Unis, petit alors que défilé, c'est hein. totalement... Petit. Oui, quand mais alors même. que c'est totalement entré dans les mœurs en France. Enfin, il y a un problème avec ça montre à quel point le principe du défilé militaire est quand même quelque chose de relatif. Il y a des gens qui contestent en Il France. a hein. été... Bon, Oui, ils ne sont d'abord, pas nombreux. À part Eva Joly, il y en a Non, pas mais beaucoup, bon, quand même, hein. c'est... il est admis en France, disons. Oui, Il est admis. exceptionnel, le folklore. Il fait partie du folklore. Mais, Ouais. mais souvenez-vous, quand Trump était venu invité par le président, il avait adoré. Et Non. ça rentre, et tout ça rentre dans complètement sa perception de cette grandeur. Il veut montrer, Trump, c'est la paix par la force, en quelque sorte. Donc, la force, il veut la montrer en allant sur Mars, en allant sur la Lune, en montrant ses chars. Et il dit comme ça, je veux imposer la paix. Bon, ça marche pas très bien avec l'Iran, apparemment, puisqu'il ramène ses avions. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je note quand même une chose, c'est que dans le binôme Macron-Trump, puisqu'il y a quand même des points d'accord entre ces deux hommes, ils se sont bien entendus au début, Macron s'est dit... cet allié énorme, incontournable, je vais le domestiquer d'une certaine façon. Il a tenté d'essayer, il n'y est pas parvenu sur le climat à Paris, il n'y est pas parvenu sur l'accord avec l'Iran, il a essayé par tous les moyens d'essayer d'influencer Trump. La seule chose sur laquelle il a influencé, c'est sur le défilé militaire. C'est la seule fois où un dirigeant international a fait agir Trump dans une manière d'imiter un petit peu, puisque c'est un mini défilé. Mais enfin, c'est quand même un défilé militaire, c'est la première fois. Voilà. Donald Trump qui bouscule le protocole à Washington, mais aussi à l'étranger, en mettant en avant sa fille Ivanka, à moins que ce ne soit Ivanka elle-même qui ait voulu se mettre en avant, pas toujours à bon escient, si l'on en juge par cette vidéo. Cet échange capturé donc en vidéo, on y voit celle qui est aussi, il faut le dire, conseillère spéciale du président américain, essayer d'intervenir lors d'un échange informel entre la chef du gouvernement britannique, ou celle qu'il est encore du moins Theresa May, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président français Emmanuel Macron, et celle qui était encore à ce moment-là patronne du FMI, Christine Lagarde. Tous semblent ignorer superbement la first daughter, comme on l'appelle. Voyez ça. It's all, yeah. As soon as you start talking about the economic aspect of it, though, a lot of people start listening who wouldn't Start otherwise listening. listen. And the same with the defense side of it, Yeah. in terms of the whole sort of ecosystem. It's been very male-dominated. So, Voilà, mais qui est donc cette jeune fille qui tente d'intervenir dans une discussion d'adultes. C'est un peu l'impression que ça donne, en tout cas, quand on regarde. La famille Trump va trop loin. Ben là, ce que je dirais surtout, c'est que ce qui est intéressant, au-delà de la famille Trump va trop loin, c'est que cette vidéo est sortie par le site de l'Élysée. Donc on parlait tout à l'heure des relations franco-américaines très cordiales au début de l'arrivée de Trump. Maintenant, je pense que on n'a pas eu de réaction encore de Donald Trump. C'est très étonnant. Il ne nous a pas fait de tweet. Alors, à savoir, parce qu'il aurait pu dire qu'est-ce que font ces Français à sortir sauf, il aurait pu nous faire quelque chose. Alors, à savoir si sa fille va trop loin, en tout cas, une chose certaine, c'est qu'elle ne respecte pas le protocole. Parce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes ces réunions internationales, il y a un protocole que vous ne voyez pas, mais qui est très précis. On ne se parle pas tous à niveau. Il faut avoir certains niveaux. Il y a des règles non dites qui gèrent les discussions informelles dans les couloirs. Un conseiller ne s'adresse Voilà. pas. Et apparemment, donc, elle n'a que faire de ces règles. Et ses interlocuteurs étaient très attachés aux règles ce jour-là. C'est son père qui en a rien à faire des règles. Oui, mais elle aussi. Oui, mais elle est. C'est sa digne fille. Si papa président dit non, bon, c'est non. Non, je veux dire, déjà, le gendre s'occupe du dossier israélo-palestinien. Oui. Donc déjà, encore une fois, c'est quelqu'un qui respecte pas les Ils codes habituels de l'establishment. C'est différent d'une First Lady à qui on peut confier une réforme de la santé, comme l'a fait Bill Clinton avec son épouse Hillary. Il l'a senti passer, elle l'a senti passer. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque. Quand on dit souvent que les Américains ont leur propre famille et leur propre hérédité, mais on attend quand même que le père s'en aille pour qu'un frère ou un fils, etc. Ou ça. Mais comme l'exemple de Hillary Clinton est très intéressant. Moi, je me rappelle de la violence de la charge du Congrès contre la réforme qui était menée parce qu'elle était menée par Hillary, qui était la femme du président. Et donc, moi, je pense que
c'est-à-dire que la démocratie a aussi besoin d'un tout petit peu de clarté. Le népotisme, ça passe pas aux États-Unis. Non, mais on peut bien sûr. Non, mais je veux dire, les filles d'Obama ont été mises en scène. On les a vues grandir, mais elles n'ont pas eu de rôle politique. Il n'y a pas eu de rôle politique. La fille Clinton est quelqu'un qui... Il y a quelque chose d'assez étonnant avec Ivanka, c'est qu'on a l'impression qu'elle ne se rend pas tout à fait compte de qui avait... Et parfois, elle s'est retrouvée... Moi, je me souviens, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est l'inauguration de l'ambassade d'Israël, l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Trump n'avait pas osé y aller, tant c'était un truc complètement surréaliste. Et elle était arrivée comme ça, avec ses talons aiguilles, au milieu des rabbins, de Netanyahou, etc. Alors qu'il y avait, à ce moment-là, des émeutes à la frontière entre Gaza et des gens qui étaient en train de mourir, c'était assez surréaliste. Et elle est là, avec ses talons, avec son maquillage, avec son... Voilà, comme si... Une forme de désinvolture. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce qu'on a revu là encore. On a essayé de lui donner un rôle. Je ne sais pas si vous vous rappelez des premiers livres qui sont sortis sur la présidence Trump, etc. On disait elle pouvait peut-être être le facteur un petit peu apaisant, etc. Et on s'aperçoit en fait qu'elle n'a pas de rôle, elle n'a pas d'influence sur son père, mais elle est... visiblement, dans son univers à lui mental, elle est visiblement un élément central. Et donc, elle est là avec son mari. Je dirais plus loin, je dirais même que Melania a plus de rôle. Elle arrive plus à domestiquer Trump. À la marge, bien sûr. Mais de temps en temps, elle lui tient pas la main. De temps en temps, elle montre qu'elle est... tandis que elle suit ce que dit papa. Et voilà. Une incongruité supplémentaire de la présidence Trump, en tout cas, qui nous aura, là c'est la victoire une fois de plus de Donald Trump, empêché de parler, parce qu'on n'a plus le temps, de ses possibles concurrentes démocrates, Kamala Harris et Elizabeth Warren, qui, lors des débats démocrates, ont pris la lumière cette semaine. Peut-être d'ailleurs les dessinateurs de presse en ont-ils parlé, Laure Simoes? Alors, les dessinateurs, oui, en ont parlé. Un premier dessin de Maureen, qui montre cette photo de groupe pour le top départ des primaires démocrates, 20 candidats en tout, c'est pas rien. Ils ont l'air bien convaincus tous. Alors Maureen, le dessinateur, un peu moins, parce que si on zoome, on se rend compte qu'ils disent plus ou moins tous la même chose. Un autre dessin de Dave Granland pour Political Cartoons. Alors la Kamala Harris, sénatrice de Californie, semble avoir dégommé le favori, celui qui est encore favori pour l'instant, Joe Biden. Un simple échange poli entre démocrates candidats. Il paraît qu'elle a fait un bond dans les sondages. Alors oui, c'est peut-être le moment des femmes aux États-Unis. Alors j'aime bien aussi ce dessin de Fierce Simmons pour The Arizona Stars, assez drôle. Quelle équipe, ces femmes sont incroyables, etc. Et puis alors il y a ce petit bonhomme qui dit qui ça, Camaris et Lizzie Warren, les deux candidates démocrates. Et puis l'autre qui répond oui, elle aussi. En fait, on se rend compte qu'elle regarde les joueuses de foot américaines en train de jouer. Puis alors, pour en revenir évidemment au G20 et à Ivanka Trump, cet extraordinaire dessin de Ed Hall, dessinateur américain, tel père, telle fille, quoi, en gros, si on regarde la similitude des sourires et puis cette espèce d'air bené, avec un t-shirt qui précise, au cas où personne n'aurait compris, I am with daddy. La petite flèche. Et puis alors on voit quand même, j'aime bien aussi ces espèces de silhouettes un peu dessinées qui ont un regard dubitatif. Un dessin totalement délirant d'un dessinateur russe qui s'appelle Denis Lopatin, qui a imaginé le tweet qui a imaginé le lâchage. Alors voilà, Trump on aime beaucoup le club de golf. Oui. Trump qui délègue le pouvoir à sa fille. Alors évidemment, les vêtements sont bien trop grands pour elle, mais lui, il fait tralala et tout. Il retrouve presque sa vraie nature. On a l'impression que c'est la libération et il garde évidemment ces deux totems, ces deux doudous, l'iPhone d'un côté et puis le club de golf de l'autre. Je trouve ce dessin complètement libérateur. Libérateur, mais enfin non, il est encore là et bien là. On termine avec ce dessin de Steph, dessinateur thaïlandais, qui montre donc, qui nous fait revenir sur ce défilé d'hier. Et puis alors tout le monde aura vu quand même le drôle de régiment de soldats qui défile sous ses yeux. Tout le monde n'est pas aussi enthousiaste que lui.
Et puis pour terminer, cette semaine, Carola Rackete, la capitaine du navire de l'ONG humanitaire allemande Sea-Watch, a été remise en liberté après avoir accosté de force en Italie. Qualifiée de pirate et de hors-la-loi par Matteo Salvini, elle a décidé de porter plainte à son tour contre lui. Voyez la réponse sur Twitter du ministre italien de l'Intérieur, c'était aujourd'hui. Elle viole la loi et attaque des navires militaires italiens et puis elle me poursuit en justice. Les mafieux ne me font pas peur, encore moins une communiste allemande riche et gâtée, écrit Salvini qui conclut son tweet par gros bisous. Il veut mettre les rieurs de son côté, c'est clair, mais n'a-t-il pas là rabaissé le débat à un niveau Armentin, s'agissant qu'on parle quand même de quelqu'un qui est venu au secours de personnes qui risquaient leur vie. Parce que ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est pas forcément les onomatopées lucubratoires du ministre de l'Intérieur d'extrême droite italien, c'est que ça remet toujours cette question sur laquelle on essaye de fermer les yeux, de ne pas regarder, d'oublier, de la question migratoire. Dans la même semaine, il y a... Vous parlez de légèreté. Ouais. Oui, de la même semaine, il y a le courage quand même, malgré tout, de cette Allemande qui va poser son bateau en Italie, alors qu'il y a des lois, effectivement, maintenant, des règles qui sont extrêmement... Mais il y a eu cette espèce de tragédie absolue en Libye avec des avions qui bombardent un camp d'internement en fait de réfugiés. Ce drame des réfugiés est quotidien, tous les jours en Méditerranée. Aujourd'hui, hier en Tunisie, au large de la Tunisie, un bateau qui partait de Libye, je crois, il y a eu 80 disparus sur 86. Donc tous les jours des gens meurent, tous les jours ce n'est pas réglé. Alors on parle de l'Union européenne, de Mme von der Leyen. La réalité, c'est qu'on a cette crise humanitaire permanente quotidienne en Méditerranée où on ne voit pas l'ombre d'une solution politique, ou au moins commune européenne. Patricia Lemonnier. Très rapidement, et ça va durer. Parce qu'il y a des nouvelles voies. Là, on a un peu fermé sur la Libye et sur les barques, les embarquements. Il y a un peu moins de morts, mais le problème n'est pas réglé parce que il y a une forte concentration en Libye de gens qui veulent partir. Et parce que ce qu'on a dit, c'est qu'ils veulent partir parce que guerre, climat, et donc l'Europe restera attrayante. Et donc, c'est à cette question-là qu'on n'apporte pas de réponse. Et ce n'est pas cette zone de libre-échange à 20 ans qui va régler le problème, parce que le problème, il est aujourd'hui pour des années. Et des gens qu'on rejette et qu'on refuse comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils sont rejetés, quand ils survivent et qu'ils rentrent? Dit-ils se vengeront. Je rajouterais moi, que justement les routes de l'Est sont quasiment plus empruntées, c'est-à-dire quand il y a eu la crise, on appelait la crise des Balkans, les Balkans, et puis la crise justement de la Serbie ou de la Hongrie, tous ces pays-là sont complètement bloqués aujourd'hui. Donc évidemment, on revient aux voies entre guillemets traditionnelles, et c'est il y a l'Espagne et puis il y a l'Italie. Parce que bon, la réaction de Matteo Salvini, mais Matteo Salvini, il est là pourquoi? Il est le produit aussi d'années d'un pays laissé seul. L'Italie a dû voilà. Et quand il parle de leçon de morale de la France, c'est vrai que la France, on n'est pas vraiment concerné. Un dessin de Laure Simoes pour terminer. Si on a le temps. Oui. Un dessin de Rodriguez qui nous vient du Mexique, qui montre à quel point Carola Rackete aura d'une certaine façon brisé ce mur de la honte et à quel point elle confronte l'Europe à cette réalité. Merci beaucoup Laure Simoes. Merci à Patricia Lemonnier, à Régis Le Sommier et à Ziad Limam. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24.